Bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième table ronde de la plénière. Une table ronde où nous allons parler santé. Nous allons parler surtout de l'approche One Health, une seule santé, qui lie les interactions entre santé environnementale, la santé de l'environnement, la sécurité sanitaire et bien sûr la santé des écosystèmes. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Rachel Savin-Puget, co-responsable de la commission santé de ELV. Et ça me donne l'occasion d'ailleurs de rendre hommage ici à la commission santé et au travail de Rachel, mais aussi d'Alice Desbiol et de Béchir Saquet qui nous ont accompagnés pendant toute cette pandémie pour que le mouvement adopte des positions pertinentes et documentées. Nous avons la chance d'accueillir pour cette table ronde des invités d'exception, que je remercie encore d'être venus jusqu'à nous pour partager leurs réflexions, leurs analyses et leur expérience. Donc je vous remercie d'accueillir chaleureusement Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, auteure de La Fabrique des pandémies, que vous pourrez retrouver d'ailleurs demain matin à 10h30 au stand de librairie pour partager un moment avec elle. Nous accueillons également Éric Muraille, immunologiste, chercheur à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste des zoonoses. Merci Éric. Benoît Buteau, qu'on ne présente plus, paysan, agronome, député européen, bien sûr. Et enfin, last but not least, celui dont la ville a maintes fois a été citée en exemple pour sa gestion de la crise sanitaire, mais pas que, Grégory Doucet, maire de Lyon et aussi coprésident de la commission santé de France urbaine. Ah, il y a un fan club. Je vais laisser tout de suite la parole à Rachel pour quelques minutes d'introduction. Merci Eva. Qu'est-ce que protéger et prendre soin de notre société aujourd'hui? Il n'est plus envisageable dans un monde globalisé et gravement menacé par le dérèglement bioclimatique d'aborder la question de la sécurité sans adopter une vision à 360 degrés et comprendre toutes les interactions en jeu. Il est grand temps d'ouvrir notre champ de compréhension et de voir le tableau dans son ensemble. C'est désormais à l'échelle planétaire que se joue la santé des communautés humaines. L'environnement est de toute évidence un enjeu central de sécurité nationale et planétaire. Il entraîne dans son sillage toutes les autres sécurités, notamment alimentaires et sanitaires, sur lesquelles nous allons nous concentrer ce soir. Comme vous le relatez, Marie-Monique Robin, dans votre livre, certains pays, dont les États-Unis, ont essayé d'appliquer à la santé publique la doctrine sécuritaire de la préparation au pire, une logique militaire qui n'a fait qu'occulter les vraies menaces, qui n'étaient évidemment aucunement terroristes. Aujourd'hui, plus de 50% des causes de mortalité dans le monde ont une origine environnementale au sens large. C'est un chiffre vertigineux. Et toutes ces causes sont reliées de près ou de loin au dépassement des limites planétaires, à commencer par les 9 millions de morts prématurées par an dans le monde dues à la pollution de l'air. Ce qui fait dire à l'OMS que le dérèglement bioclimatique est la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle. Je n'oublie pas, bien entendu, le risque infectieux avec une accélération ces 50 dernières années de l'apparition d'agents pathogènes. La pandémie de Covid-19 était prévisible. Or, la sécurité, c'est aussi l'anticipation et la prévention face à ces menaces. L'élevage industriel, je me tourne vers toi Benoît, l'élevage industriel et la déforestation sont parmi les facteurs principaux d'émergence des nouveaux virus. Et au nom d'une hypothétique sécurité alimentaire, on maintient un modèle d'élevage et d'agriculture qui mine la santé du vivant, alors que sécurité alimentaire et sanitaire sont les deux faces de la même médaille. C'est pourquoi de nouvelles approches qui intègrent la dimension multifactorielle des risques et la complexité des interactions en jeu sont nécessaires. Alors, qu'est-ce que la sécurité, notamment sanitaire aujourd'hui? Quelle est la part de la science et du politique dans la protection sanitaire et environnementale? Peut-on assurer notre autonomie alimentaire sans dégrader la santé du vivant? Comment agir au niveau global, sachant qu'il n'existe pas de représentation de la santé et des priorités unifiées à travers le monde?
comment mettre en œuvre une politique, une seule santé, une approche que nous allons évoquer, une approche globale de santé, comment la mettre en œuvre à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle d'une ville? Peut-on prévenir l'émergence de nouveaux virus? Y aura-t-il un vaccin la prochaine fois? De nombreuses questions se posent à nous, auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Nous avons 1 heure avec nos invités, et que je remercie encore pour leur présence, dont certains sont venus de loin. Je te transmets le relais, Eva. Merci beaucoup, Rachel. Effectivement, nous allons commencer avec Marie-Monique. Marie-Monique, dans ton dernier livre, La fabrique des pandémies, tu as interviewé plus de 60 chercheuses et chercheurs sur le développement des pandémies, sur le lien avec la déforestation, la perte de la biodiversité, le développement de l'élevage intensif. Je sais qu'il est difficile pour toi de résumer ton propos en moins de 15 minutes, mais c'est la gageure à laquelle tu t'es engagée. Exact. Oui, c'est ça. Peux-tu nous dire en quoi cette pandémie était finalement prévisible, comme le disait Rachel, et pourquoi nous étions finalement aussi peu préparés à l'affronter alors qu'on aurait pu la prévoir? Et surtout, peut-être, après, tu pourras échanger avec Benoît et avec Grégory sur qu'est-ce que tu attends de nous, politiques, pour répondre à ce défi de la fabrique des pandémies. Oui. Alors, moi, je vais faire en quelques mots, donc, un résumé de pourquoi c'était prévisible, en fait. C'est ça ta question, hein. Ça m'a beaucoup impressionné parce que les 62 scientifiques que j'ai interviewés, qui étaient infectiologues, parasitologues, épidémiologistes comme toi, anthropologues, médecins, vétérinaires, qui avaient tous en commun qu'ils se revendiquent d'une discipline, j'allais dire, un peu chapeau, qui serait la disease ecology en anglais, l'écologie de la santé, c'est-à-dire on est excellent dans sa discipline, mais en même temps on a cette vision plus globale. Voilà. Alors ils m'ont dit, on s'y attendait, d'ailleurs ils étaient tous très déprimés, je le dis dans le livre, quand je les ai interviewés par Skype, hein, parce que c'est un livre de confinement. Parce qu'ils, voilà. Alors pourquoi ils savaient? Parce qu'en fait ils avaient identifié les facteurs qui conduisent à l'émergence de ces nouvelles maladies infectieuses. Tu l'as rappelé, Rachel, l'OMS estime que jusqu'aux années 1970, il y avait une émergence de maladies infectieuses en gros tous les 15 ans. Et aujourd'hui, on est de 1 à 5 par an. Alors, je ne vais pas, la liste est très longue, hein. On est très concentré sur la Covid, mais il y a eu Ebola, le sida. Le sida est une maladie zoonotique émergente, hein. On a tendance à l'oublier. MERS, le premier SARS, le chikungunya, le Zika, etc., etc. Alors, en quelques mots, quelles sont les causes qu'ils ont identifiées? Tu l'as dit, déforestation. C'est très simple. Pourquoi la déforestation? Parce qu'en fait, les pathogènes, les agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains, ils ne sont pas distribués par hasard sur la planète. Il y en a beaucoup. Là, il y a une grande diversité animale, végétale. Et logiquement, donc, c'est dans les zones tropicales où il y a beaucoup de micro-organismes qui peuvent être des bactéries, des virus, des parasites qui sont potentiellement dangereux pour les humains. Sauf que ce que ces scientifiques ont constaté, c'est que quand on déforeste, parce qu'on va faire une route, parce qu'on va faire des mines, je rentre de Guyane, là où, par exemple, on avait un beau projet, entre guillemets, de la montagne d'or, hein, vous voyez, quand on fait des mines d'or, quand on fait du soja transgénique de ma multinationale préférée, qui s'appelle... Ouais. Eh ben, quand on fait ça, et pour nourrir les élevages intensifs bretons, eh bien, on contribue à faire émerger ces agents pathogènes parce qu'on rompt les équilibres, notamment des forêts primaires où ils sont là. Alors, première chose, déforestation. Ensuite, le deuxième facteur qui a été largement identifié, on en reparlera, c'est évidemment l'élevage industriel parce qu'il joue un rôle d'amplificateur de ce risque qui peut émerger quand on rompt l'équilibre dans les forêts primaires. Et puis la globalisation, c'est évidemment le troisième facteur important parce qu'évidemment, comme vous savez, un virus qui est sorti d'une forêt chinoise ou asiatique peut gagner l'autre bout de la planète le temps d'un long courrier. Alors, ça c'est une chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça je tiens beaucoup à insister là-dessus, c'est que les scientifiques ont démontré un mécanisme qui est à l'œuvre et qui est assez contre-intuitif en fait, parce qu'ils ont démontré comment, quand vous avez une grande diversité dans une forêt primaire par exemple, vous maintenez à bas bruit le risque infectieux. Vous me suivez? Et l'exemple sur lequel ils sont fondés, c'est la maladie de Lyme. Je ne rentrerai pas dans les détails, qui est le modèle qui a été développé aux États-Unis par 2 chercheurs américains, qui montre que, par exemple, la maladie de Lyme aux États-Unis, la bactérie qui peut infecter les tiques, qui peut ensuite infecter les humains, le réservoir, c'est une famille très particulière de rongeurs qu'on appelle les souris à pattes blanches.
quand vous fragmentez une forêt, pour faire un center park, par exemple, eh bien, vous faites disparaître les prédateurs, les renards, etc., donc, qui contrôlaient les populations de rongeurs, et vous faites disparaître aussi ces rongeurs qu'on appelle des rongeurs spécialistes, qui sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, qui mangent certains types d'aliments, qui sont les premiers à disparaître et qui ne sont pas réservoirs de ces agents infectieux. En revanche, vous favorisez la prolifération de ce qu'on appelle les rongeurs généralistes, qui, comme leur nom l'indique, eh bien, font feu de tout bois. Quand on rase une forêt et qu'on met du soja transgénique, ils bouffent le soja, ce que ne font pas, évidemment, les rongeurs spécialistes. Donc, au final, quand vous perturbez cette biodiversité, vous voyez, vous diluez le risque en maintenant une grande diversité autour des tiques dans mon histoire, parce que la tique, quand elle a besoin de mordre pour se nourrir, elle ne va pas attendre qu'une souris à pattes blanches passe. S'il y a un écureuil qui passe, c'est tant mieux. S'il y a, vous voyez, plein de rongeurs qui ne sont pas des souris à pattes blanches, donc vous diluez le risque. Donc, c'est intéressant parce que c'est un vrai mécanisme, et c'est très bien démontré pour toutes les maladies vectorielles, y compris le paludisme et tout. La biodiversité joue un rôle de régulation de l'émergence du risque infectieux et d'une manière plus générale de la santé. Alors ça, c'est la première chose. J'en suis à... Ça va. La deuxième chose, donc vous avez compris, quand vous perturbez l'équilibre dans les écosystèmes, vous pouvez faire émerger des agents pathogènes qui étaient là, mais qui sont devenus dangereux parce qu'on est rentré en contact avec eux, par l'intermédiaire en général d'animaux. Hein, je ne peux pas tout expliquer. Voilà. Mais quand vous détruisez la biodiversité chez nous, et ça, pour moi, été une très grande révélation qui m'a permis de remettre de la cohérence, je crois qu'on a tous besoin de ça aujourd'hui, dans ce qui nous arrive. Eh bien, vous constatez, quand dans une ville, il n'y a pas assez de parcs, il n'y a pas assez de jardins, il n'y a pas assez d'animaux, quand nos enfants ne peuvent pas mettre la main dans la terre, toucher des vers de terre, rencontrer des poules, etc., je fais très simple et très court, vous lirez tous mon livre, n'est-ce pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Eh bien, vous allez affaiblir votre microbiote, vous allez le rendre plus pauvre. Donc, et ça se joue entre 0 et 2 ans, les études sont très précises là-dessus, vous allez avoir une tendance plus importante à avoir ce qu'on appelle des risques d'excès inflammatoire, donc des allergies, des intolérances, de l'asthme, y compris du diabète, de l'obésité, etc. Et vous verrez, c'est très intéressant, petite anecdote, parce qu'on est entre écolos. Quand j'écrivais mon livre, le président Macron nous a traités de Amish, vous vous souvenez? Et ben, il se trouve qu'il y a des études très intéressantes qui ont été faites aux États-Unis sur les Amish, qui, comme vous savez comment ils vivent. Hein. En tout cas, ils ont trouvé dans leur maison plein d'agents allergènes, donc, voilà, mais ils n'ont pas d'allergie. Justement, parce qu'ils sont confrontés, depuis la plus petite enfance, les enfants, ça se joue entre 0 et 2 ans. Et ce n'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire, parce que vous voyez ce que je veux dire? Les facteurs de comorbidité de la Covid, ce sont justement des gens qui ont des problèmes de maladies chroniques, n'est-ce pas? Qui sont celles que je viens d'indiquer, entre autres. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi, en Afrique ou en Asie rurale, contrairement à ce qu'on nous a tous annoncé, il n'y a pas eu d'hécatombe en Afrique. J'arrive du Gabon, là. Gabon, 2 millions d'habitants, 180 morts. Thaïlande, 80 millions d'habitants, 320 morts. Et dans les zones rurales, et vous verrez que les scientifiques que j'ai interviewés, ils ont fait des prélèvements, ils ont retrouvé des anticorps, les gens ont été confrontés à des coronavirus, enfin, y compris au SARS-CoV-2, et n'ont pas développé ni de maladie, et ils ne sont pas morts. Et l'hypothèse qui est derrière ça, c'est l'hypothèse de la biodiversité, c'est qu'ils auraient un système immunitaire beaucoup plus performant grâce à un microbiote diversifié. Donc tout ça pour dire que ce que disent les scientifiques de mon livre, c'est que nous sommes à la 4e transition épidémiologique de l'humanité. Les 3 premières, je ne rentre pas dans les détails, on est sorti d'Afrique, ensuite le néolithique, ensuite les grandes routes les conquêtes européennes, commerciales, etc. Et aujourd'hui, nous serions confrontés à un double fardeau sanitaire qui est dû à la destruction de la biodiversité dans les 2 cas. Enfin, c'est l'une des causes. Le premier fardeau sanitaire, ce sont les maladies chroniques, dont on ne parle pas assez à mon sens, parce qu'on oublie trop rapidement les 9 millions de morts à cause de la pollution. Je ne parle même pas de tous ceux qui meurent du cancer aujourd'hui. Hein. Toutes ces maladies chroniques qui caractérisent donc eh bien, notre monde actuellement. Et le risque infectieux qui va, d'après les scientifiques que j'ai interviewés, qui va augmenter si on ne s'attaque pas aux causes, qui sont donc des causes anthropiques. Et ce double fardeau sanitaire va peser de plus en plus lourd sur nos sociétés.
parce que ça coûte de plus en plus cher, parce qu'il y a de plus en plus de morts, parce qu'il y a de plus en plus de malades, et des jeunes de plus en plus souvent malades et jeunes. Donc, voilà, 1 minute pour finir. Je ne stresse pas trop non plus. Tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand même, je voudrais le dire en quelques mots, et c'est le thème qui nous réunit ce soir aussi, c'est qu'il faut absolument, cesser de dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains. Tout ça, c'est lié. Et si on continue à détruire notre biodiversité, d'abord la biodiversité, ce n'est pas, comme je dis souvent avec un peu d'autodérision, un supplément d'âme pour Bobo, écolo, à vélo, dont nous faisons peut-être un certain nombre partie d'entre nous, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien plus que ça. La biodiversité, c'est une cause aussi importante que celle du climat. D'ailleurs, les causes sont similaires. Hein. Et si on la détruit, on détruit notre maison commune, on détruit la branche sur laquelle on est assise. Donc, il faut absolument protéger la biodiversité parce que sans elle, on ne peut pas vivre. Donc, ça veut dire avoir une vision holistique, retrouver une vision holistique globale qui fait que, par exemple, on arrête d'importer du soja transgénique de l'Argentine ou du Brésil pour nourrir les poulets et les cochons bretons et les bovins. Parce que quand on fait ça, c'est pas bon pour le climat et c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour la biodiversité. On arrête par exemple, d'importer de l'huile de palme d'Indonésie et on retire l'autorisation qui a été attribuée à Total d'en faire venir pour mettre dans sa raffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Parce qu'on ne peut pas dire à l'Indonésie, arrêtez de déforester, parce que quand vous déforestez, vous nous mettez en contact avec des agents pathogènes qui vont pouvoir éventuellement développer une épidémie, une pandémie. Il faut de la cohérence, voyez. Ça veut dire qu'on ne signe pas l'accord de libre-échange, libre entre guillemets, avec le Mercosur, qui prévoit l'importation de bœuf brésilien, parce que quand on fait ça, on contribue, j'étais en Guyane pour le film que je prépare, qui va accompagner ce livre, j'étais en Amazonie, donc quand on fait ça, eh bien, vous voyez ce qu'on fait. Voilà, alors, donc, et ça veut dire aussi, évidemment, mais on va en parler plutôt avec toi, Grégory, que dans nos villes, on remet des arbres, mais pas, voilà, des arbres fruitiers, on met des jardins potagers dans les écoles, on développe le microbiote de nos enfants pour qu'ils ne soient pas sujets à des excès inflammatoires qui peuvent se traduire, par exemple, sur des orages de cytokines, comme on dit, dans le cadre de la Covid. Voilà. Et ça veut dire enfin qu'avec la logique des silos, alors la silo, c'est que chacun est dans sa discipline quand on est chercheur, et les virologues ne s'occupent que des virus et du coup ne parlent que de vaccins parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et puis je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que là on va aller sur un terrain un petit peu... Voilà. Voilà. Mais ça veut dire que la science doit travailler dans l'intérêt général et donc ça veut dire développer cette vision globale et holistique qui permette à tous ces chercheurs qui ont d'excellence et qui sont excellents dans leurs compétences de trouver des solutions aux grands défis qui nous attendent. Et ça veut dire enfin que dans les gouvernements, dans les villes, on développe aussi cette vision transversale, pluridisciplinaire, qui fait qu'on ne peut pas continuer à se dire « Ouais, super, on exporte des poulets bretons vers l'Afrique et on détruit l'élevage local » et avec tout ce que ça veut dire, voilà. Et il faut reconnecter tout ça. Et donc, ça passe aussi par une gouvernance différente, évidemment. Et voilà. Et je trouve que moi, c'est une très belle idée parce que finalement, et j'en finirai là, c'est promis, quand on fait ça, et quand on a ça comme perspective, on va mieux qu'avant, parce que ça a du sens, parce que ça recrée de la cohérence, et qu'on n'est pas là comme tous ces abrutis avec notre masque sur la gueule, en se disant « ça sera quoi le prochain? Ça va durer combien de temps ?» On a les moyens pour agir et renverser la table. C'est moi, Benoît. Alors, effectivement, on vient d'entendre Marie-Monique et au vu de l'analyse qu'elle vient de nous livrer, on comprend bien que la vision classique d'une santé centrée uniquement sur le médical et sur l'humain n'est pas dimensionnée, plus dimensionnée, enfin, on en a bien sûr besoin, mais elle n'est plus dimensionnée pour parer à cette menace qui est multifactorielle. Et donc, certaines approches globales de santé publique sont en train d'émerger. Vous avez commencé à les évoquer et on va continuer avec vous, Éric Muraille, à en parler, notamment une seule santé qui est en ce moment appropriée par le monde politique un peu de tous bords
Et donc, c'est bien aussi de réexpliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça implique vraiment. Ce n'est pas un mot qu'on peut lancer comme ça. Effectivement, c'est un cadre qui est très large et pas facile à mettre en place, comme on va le voir. Et puis, cette nécessité de transversalité que vous venez d'évoquer, qui est aussi... que l'on retrouve dans certaines autres approches globales de santé. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Eric ? Et quelques mots, ce sera compliqué de vraiment résumer en quelques mots. Il y aura plusieurs questions. Oui, je vais essayer de donner les grandes lignes. Donc, je voudrais d'abord introduire en fait ce concept-là. On a parlé un peu de dépression des scientifiques par rapport aux menaces. En fait, ce sentiment de dépression et d'impuissance vient surtout du fait que, effectivement, beaucoup de choses ont été prédites, pas de manière précise, mais si on prend par exemple le changement climatique, on sait depuis les années 80 qu'un doublement de la quantité de CO2 amène une augmentation de la température au niveau planétaire. Je dirais tout ça est bien connu. Et donc, ce qui a beaucoup frappé les scientifiques dans leur réflexion ces 10 dernières années, c'est l'espèce de décrochage au niveau des connaissances scientifiques et de la gouvernance. Donc, on a parlé du concept One Health, donc une santé ou une seule santé. Donc, c'est un concept qui n'est pas véritablement un concept de rupture en science, parce que c'est un concept qui s'est construit progressivement, sans grande révolution, pendant une cinquantaine d'années. Donc, pour remettre les principales étapes, je dirais dans les années 80, on s'est rendu compte de manière très naturelle, je dirais, que la santé des animaux affectait la santé des humains, parce que tout simplement, la majorité, enfin, plus de 60% des maladies touchant l'humain sur les 1400 agents pathogènes à peu près qui peuvent nous infecter, plus de 60% sont originaires de l'animal. Donc, le premier concept qui a émergé dans les années 80, c'est le concept de une médecine qui mêlait déjà médecine vétérinaire et médecine animale. Ça a été la première étape. Dans les années, je dirais 2000, si on doit commencer à donner des dates, on a eu l'émergence, je dirais, de toute une série de travaux montrant l'importance de l'environnement sur, je dirais, l'émergence et la transmission d'agents pathogènes de l'animal à l'humain. Environnement au sens large. Donc ça reprend tout ce qui est socio-économique, tout ce qui est organisation de nos sociétés. Donc on a cité les problématiques liées à l'élevage, pas uniquement l'élevage industriel, mais l'élevage en soi. Donc il faut rappeler que toute une série d'agents pathogènes emblématiques qui infectent l'humain sont en fait le produit, je dirais, de la domestication de toute une série d'animaux qui nous ont amenés à cohabiter avec ces animaux. Et donc, quand vous cohabitez, quand vous interagissez fréquemment avec un animal, vous créez en fait une possibilité d'adaptation pour ces agents pathogènes et donc une possibilité de transmission, d'acquisition de nouveaux agents pathogènes chez l'humain. Il y a beaucoup de maladies emblématiques du Moyen-Âge qui en fait ont été le résultat, je dirais, de l'agriculture, de l'adaptation d'agents pathogènes par l'élevage. Donc ce n'est pas nouveau. C'est un processus qui est graduel. Simplement, il a été accéléré dans le cadre, par exemple, de l'élevage de type industriel, très concentrationnaire, où en fait on a une homogénéité très importante des animaux, un grand confinement. Et donc, dans ces conditions-là, on augmente en fait les possibilités d'émergence d'agents pathogènes. Ça, maintenant, c'est très bien compris, c'est très bien documenté, notamment, par exemple, pour les virus de type influenza. Donc, progressivement, s'est construit l'idée que l'environnement est un élément clé, que ce soit au niveau des écosystèmes ou du socio-économique, pour déterminer l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Mais je précise déjà ici d'emblée qu'il faut vraiment aussi sortir de la problématique des agents pathogènes et penser à pratiquement une grande partie des causes, en tout cas de mortalité en santé publique. Donc comme on l'a mentionné, on a plus de 50% au moins, je dirais, de la mortalité prématurée, si on suit les chiffres de l'OMS, qui proviennent de causes environnementales qui sont anthropiques, donc de notre système socio-économique en tant que tel. Et donc, progressivement, dans les années 2000-2010, ont émergé ce concept de une santé, qui officiellement, je dirais, été présenté en 2008, mais qui était déjà présent dans les 12 principes de Manhattan. Et donc, en très résumé, c'est la reconnaissance de l'interconnexion entre la santé animale, la santé humaine et l'environnement, et aussi, surtout, la reconnaissance des conséquences de cette interconnexion. Ça, c'est le premier, je dirais, le premier élément central. Ensuite, au niveau des moyens de réponse, les 12 principes de Manhattan, c'est surtout la reconnaissance aussi de la nécessité d'avoir une approche
qui est globale et qui est multidisciplinaire de tous ces phénomènes, qui sont très complexes. Et donc, c'est la nécessité de mêler des expertises en immunologie, en microbiologie, en médecine humaine, en médecine animale, mais également en écologie, mais également en sciences humaines. Par exemple, ce qui est assez frappant quand on rentre dans ce concept One Health, c'est ça permet notamment de comprendre pourquoi des solutions pour contrôler des agents pathogènes marchent dans certains pays, mais ne vont pas marcher ailleurs, pour des problèmes économiques ou également pour des problèmes simplement de culture. Donc ça, l'approche, je dirais, sciences humaines est très très importante pour arriver à comprendre toute une série d'exceptions régionales et comment adapter des stratégies qui, par exemple, ont très bien marché dans les pays du Nord, comment arriver à les adapter aux pays du Sud. Un autre point qui est assez important également, c'est l'acceptation par les populations. Donc il y a toujours cette espèce d'opposition entre les politiques qui viendraient du haut, les réglementations, et l'acceptation, je dirais, de ces différentes politiques. Mais l'acceptation, c'est une évidence, mais ça a quand même mis du temps à s'imposer. Ça passe par une éducation, par une communication. Il faut expliquer aux gens pourquoi on fait tel ou tel type de réglementation, pourquoi on préconise tel type de comportement. Donc, le concept Une Santé, au niveau solution, préconise vraiment cette multidisciplinarité et surtout aussi cette approche globale, parce que tout est interconnecté. Et donc ça pose en fait beaucoup de problèmes en matière de gouvernance, ça demande de changer toute une série d'habitudes. Donc une grande révolution de ce concept One Health, c'est qu'on sort finalement d'une médecine qui serait uniquement réactive. Donc par exemple, essayer face à une maladie infectieuse de développer des traitements, des thérapies ou bien de développer des vaccins, ce qu'on a fait pour le Covid. Dans certains cas, on peut le faire, mais il faut bien souligner qu'on ne pourra pas le faire pour tous les agents pathogènes. Ça, c'est très très important à prendre en considération. Le fait qu'on ait pu développer des vaccins ici contre ce coronavirus, ce n'est pas surprenant. C'est un virus qui n'est pas très compliqué en termes de génétique ou en termes de réponse immunitaire. Mais je veux vraiment souligner en tant qu'immunologiste qu'il y a des agents pathogènes contre lesquels on se casse les dents depuis plus d'un siècle, depuis 50 ans, depuis 20 ans, contre lesquels on n'arrive pas à produire des vaccins efficaces. On est toujours, entre guillemets, avec un vaccin contre la tuberculose qui a été développé dans les années 1910. On n'a pas réussi à faire beaucoup mieux que le vaccin BCG, par exemple, alors qu'il y a eu énormément de financement et pratiquement un siècle de recherche dessus. Donc, ce n'est pas de la science-fiction d'imaginer qu'on peut être confronté à un agent pathogène contre lequel il n'y aura pas de solution vaccinale et peut-être pas de solution thérapeutique non plus. Donc, ce que préconise vraiment l'approche One Health, c'est non plus d'être uniquement réactif, mais d'anticiper, c'est-à-dire de détecter les menaces pour essayer d'agir le plus rapidement possible. Ça, c'est une recommandation majeure de l'OMS. Il y a de nombreuses études qui montrent que quand on peut agir très vite au niveau d'une épidémie, les moyens sont bien moindres que d'essayer d'agir au niveau global. Et surtout, c'est également de prévenir les épidémies, de prévenir toute une série de problèmes de santé publique, mais ce qui nécessite alors d'agir au niveau des conditions socio-économiques. Et c'est là, on y viendra sans doute par la suite, que la rupture, je dirais, avec le concept One Health se retrouve présent au niveau de la gouvernance. Donc One Health implique notamment toute une approche de régulation, notamment au niveau de l'économie, qui à l'heure actuelle est en rupture avec toute une série de concepts qui dominent nos gouvernements, particulièrement en Europe et aux États-Unis, donc le libéralisme en général. Donc on le voit dans toute une série de tentatives de réguler les effets du climat, notamment les quotas de CO2. On a souvent tendance à espérer, je dirais, que le marché va fournir une possibilité de régulation, une possibilité de réponse. Bon, dans le cas du changement climatique, je ne pense pas que ça a été extrêmement performant dans les dernières années. Dans le cas ici du Covid, on a eu une réponse finalement par le marché parce qu'on a réussi à développer 150 vaccins. Bon, même si on n'en avait besoin que de quelques-uns, mais le marché, quelque part, peut être efficace, mais il faut vraiment être bien conscient que face à certains types de menaces, le marché sera totalement dépassé et ne sera pas capable de faire face. Donc, ce qu'implique surtout le concept One Health, c'est de commencer à penser autrement en matière de gouvernance et également, surtout, en matière d'économie. Ça, c'est je dirais, un des grands messages qui revient dans la plupart de la littérature scientifique qui est liée au concept One Health, c'est apprendre à penser différemment et surtout apprendre à gouverner différemment.
Donc finalement, ces nouveaux cadres conceptuels, vous l'avez dit très brièvement, mais je pense que ça serait peut-être bien d'insister sur ça. Ils sont cette approche une seule santé, on en a beaucoup parlé évidemment avec la pandémie, mais elle s'applique à toutes les maladies aujourd'hui non infectieuses, notamment les maladies chroniques d'origine environnementale. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que en quelque sorte la prévention, des préventions, il faut rentrer dans la machine et dans le modèle socio-économique. En fait, ça s'applique sur à plus de 50% des maladies aujourd'hui, Tout à fait. des Donc causes de mortalité dans le monde, finalement. Tout à fait. Et pas que, parce qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de choses sont liées. Donc si vous avez, par exemple, la pollution en tant que telle peut affecter la capacité du système immunitaire des animaux présents dans l'environnement. Si le système immunitaire est immunodéprimé, vous allez avoir une charge de pathogènes beaucoup plus importante dans ces animaux. Le changement climatique va aussi avoir un impact sur la distribution des insectes vecteurs. L'augmentation de la température de l'eau va avoir un impact sur la croissance des bactéries, sur les risques infectieux. Et donc, c'est clair que, d'une part, tout est lié, et d'autre part, étant donné qu'on connaît les facteurs causaux, on sait quelque part comment agir en fait pour les prévenir. Mais le problème, je dirais, est d'avoir cette action. En fait, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que ce concept One Health, il n'est pas du tout nouveau, et surtout, il est présent sur le site de la majorité des agences de santé publique, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inconnu et qui viendrait de manière un peu miraculeuse en solution. C'est un cadre conceptuel qui a déjà été intégré dans pratiquement toutes les agences, mais qui est très peu appliqué. Et en fait, c'est ça qui pose problème, c'est la non-application, la non-translation de ça au niveau de la gouvernance et au niveau de l'économie. Oui, ça concerne aussi les maladies infectieuses, hein, parce que j'ai cru comprendre que tu disais que c'était... On a parlé des maladies infectieuses. Non, mais je dis qu'au contraire, oui. One Health également. Parce non, que moi, avant tout, on a parlé de One Health pour les maladies infectieuses, mais en fait, ça concerne oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ce que disent les scientifiques, c'est que ce qu'il faut, évidemment, c'est qu'on peut déterminer ce qu'ils appellent des territoires d'émergence. Là, je reviens aux maladies infectieuses, hein, d'accord donc, les territoires d'émergence, c'est-à-dire sont des territoires où on a identifié des causes qui sont très bien identifiées. Hein. Les études ont été faites aussi bien... je vais donner un exemple. L'OMS, tu sais, a lancé une espèce d'encouragement aux scientifiques à travailler sur ce qu'ils appellent la maladie X. Ils ont dit, voilà, il y a 5 maladies émergentes très bien identifiées, Ebola, Zika, chikungunya. Et maintenant, essayez de déterminer, vous, avec les outils actuels qu'on a, de simulation, etc., quels ont été les facteurs en commun de l'émergence de ces maladies infectieuses. Je rappelle qu'Ebola, 1976, hein, ça, c'est une maladie très sérieuse. Hein, ça tue jusqu'à 90% des gens que ça contamine. C'est très, très sérieux, n'est-ce pas? Il y a régulièrement des foyers épidémiques en Afrique. Et en fait, une étude très intéressante montre que... un foyer épidémique apparaît en général 2 ans après une activité de déforestation dans les forêts tropicales africaines. Donc voilà, donc les territoires d'émergence, ils ont identifié des facteurs, je fais très vite. Il y a la déforestation, il y a le dérèglement climatique qui joue un rôle, parfois aussi, bien évidemment. Il y a la densité des populations aussi urbaines. Enfin, ils ont fait mouliner tout ça, hein, voilà, et à travers des systèmes informatiques très puissants. Et c'est très intéressant parce que Rodolphe Gozlan, peut-être que tu le connais, qui est chercheur à l'IRD, qui travaille dans un laboratoire d'excellence en Guyane, il me raconte qu'en septembre 2019, donc on est avant la pandémie de Covid-19, il publie une étude répondant donc à cette demande de l'OMS, déterminer quelle pourrait être une maladie X inconnue au potentiel pandémique. Et ils disent, oui, on a trouvé 2 zones qu'il faut absolument surveiller, c'est l'Ouganda et Wuhan. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut déterminer quels sont ces territoires d'émergence. Donc One Health, c'est aussi de se dire, il faut agir sur ces facteurs qu'on a identifiés pour faire en sorte que on puisse agir très rapidement, comme tu viens de le dire, pour évidemment faire en sorte qu'un foyer épidémique ne se transforme pas en pandémie, mais surtout faire en sorte qu'on ne fasse pas sortir ces agents pathogènes du bois, en fait. Je peux peut-être prendre un exemple concret qui illustre bien cette dynamique-là, mais qui illustrera aussi les problèmes de son application. Donc en 2013, en Chine, on a eu la détection, l'apparition d'un sous-type de virus de la grippe, donc de virus influenza, qui était très problématique, le H7N9. Donc ce virus a été détecté parce que, à partir de 2008-2009, justement, on a eu une démarche qui était beaucoup plus proactive au niveau de l'OMS, c'est qu'on a développé tout un programme de surveillance des agents de la grippe, qui est une application vraiment concrète, dirigée par ce concept One Health.
Donc on a pu détecter l'émergence de ce virus influenza dans les élevages en Chine. On a pu le suivre, et donc ce variant qui est très peu agressif pour le poulet, par contre, était très agressif pour l'humain. Donc il était associé avec pratiquement, je crois, à peu près 20% de mortalité. Il a fait 5 pics infectieux, un pic chaque année, donc de 2013 à 2017. Il a tué 1500 personnes, donc ce n'est pas un agent infectieux je dirais, qui est passé inaperçu. On a pu, sur base de toutes les analyses, réussir à développer un vaccin très rapidement. En 2017, le gouvernement chinois a décidé de traiter massivement ces élevages de poulets. On a complètement éradiqué cette infection au niveau du poulet. Et évidemment, comme conséquence, on n'a plus d'infection au niveau de l'humain. Donc ça démontre bien, je dirais, la justesse et l'intérêt d'avoir un système de surveillance et d'avoir, je dirais, une intervention précoce avant de se retrouver avec une pandémie sur les bras. Mais ce que je veux souligner ici, c'est pourquoi en fait le gouvernement chinois a agi en 2017. En fait, ce qui est emblématique, c'est qu'il a agi en 2017 parce que ce virus commençait à devenir dangereux pour le poulet. Donc, ça n'a pas été une motivation santé publique, ça a été une motivation purement économique du gouvernement chinois. Ce qui est cynique, mais ce qui pose aussi beaucoup de questions, parce que là, on était face à un agent pathogène très dangereux, qui heureusement n'était pas encore complètement adapté à l'humain, donc qui n'était pas capable d'être transmis d'humain à humain. Donc, très dangereux pour l'humain, mais avec un potentiel pandémique encore faible. Mais si on avait laissé dégénérer la situation, si on avait laissé plus d'individus se faire infecter, on sait comment ça fonctionne. Au bout d'un certain moment, on a cette fameuse adaptation qui permet la transmission interhumaine. Et là, on est dans des conditions pour avoir une pandémie. Donc pandémie, maintenant, je pense que tout le monde voit ce que ça donne en termes d'impact. Je crois que tout le monde a compris le danger. Et donc, c'est quand même aberrant de se retrouver avec un gouvernement qui a la capacité d'agir et qui n'agit qu'au moment où il y a un risque économique, alors qu'on était face à un risque quand même de pandémie majeure. Donc ça souligne, je dirais, l'intérêt du concept One Health et de son application, mais ça souligne aussi la difficulté, quelque part, d'avoir une application complète de ce principe. La Chine aurait pu agir beaucoup plus vite, mais elle n'était pas mobilisée par le problème de santé publique. Elle n'a été, je dirais, titillée que par le problème économique en tant que tel. Merci Eric. Alors on va se tourner vers nos hommes politiques. Parce qu'effectivement, on se rend compte que la science, aujourd'hui, nous a fourni suffisamment de preuves, et aussi avec toutes ces nouvelles approches, nous permet de comprendre tous ces mécanismes. Et donc, on se tourne maintenant vers l'action politique, puisqu'on en a terriblement besoin. Maintenant, les scientifiques ont fait leur travail, et on se rend compte qu'on a vraiment... il faut passer à l'action, c'est urgent, je crois qu'on l'a tous bien compris. Donc, je me tourne vers toi, Benoît. C'est sur toi que ça tombe en premier. Donc, c'est vrai que ce cadre Une seule santé s'applique vraiment parfaitement à l'agriculture. Je pense qu'on ne va pas revenir sur tous ces cercles vertueux et qu'on peut mettre en place et toutes ces interconnexions. Donc, toi, tu travailles particulièrement sur la politique agricole commune, qui va être votée au mois de novembre, je crois. Donc, si on se place de ce point de vue plus holistique, on attend aussi de savoir, elle est évidemment importante pour le monde agricole, mais aussi d'un point de vue de sécurité de la sécurité environnementale et sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, déjà remercier Eric et Marie-Monique, mais on se connaît depuis longtemps avec Marie-Monique. Et moi qui viens du monde scientifique, hein, j'étais chercheur avant d'être paysan, et donc je me régale à vous écouter tous les deux. Et ça m'aide, et je fais la transition, ça m'aide pour essayer de faire les bons choix dans le champ politique aujourd'hui, où je siège au Parlement européen, et où je dois traiter de sujets particulièrement importants que sont la politique agricole commune et globalement les stratégies publiques autour de l'agriculture, mais aussi de l'alimentation. Mais ce que je voulais vous dire quand je parle de ces politiques publiques, c'est vous dire que résumer l'agriculture
au simple geste de produire de l'alimentation, c'est extrêmement réducteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, quand on parle de politique agricole commune, qui est quand même une politique majeure de l'Union européenne, puisque la politique agricole commune mobilise presque 40% du budget total de l'Union européenne. Et quand l'Union européenne décide, au travers d'un Green Deal, d'un pacte vert, au travers de stratégies pour la biodiversité, et Marie-Monique a très bien expliqué en quoi la biodiversité pouvait être un rempart efficace à l'émergence de ces pandémies. Quand l'Union européenne décide dans son pacte vert d'une stratégie de la ferme à la fourchette, où on a des éléments également qui vont potentiellement impacter la santé, avec l'objectif, on va l'appeler comme ça, l'objectif de réduire de 50% les pesticides à l'horizon 2030 utilisés en agriculture, de 20% des engrais de synthèse à l'horizon 2030 toujours en agriculture, et de convertir 25% des terres agricoles en agriculture biologique, on voit bien qu'on assiste à un mouvement qui vise à essayer de changer fondamentalement les choses. Parce que nous avons besoin de sortir de stratégies scientistes où on pense, et c'est un autre sujet que Marie-Monique connaît bien, c'est le lien par exemple pesticides-cancer, dans des logiques scientistes où on pense que la science sera demain soigner des cancers et que ce n'est pas un problème que les cancers apparaissent puisque demain on saura les guérir avec la science. Moi j'ai assisté, j'ai raconté cette anecdote en préparation de cette table ronde où dans un débat où j'étais invité pour parler du lien pesticide-cancer, le directeur d'une grande fondation dont je ne dirai pas le nom, qui traite des sujets du cancer, me dit « Mais pourquoi, monsieur Biteau, est-ce que vous voulez absolument empêcher l'utilisation des pesticides, puisque demain, nous, les scientifiques, on saura traiter les cancers ?» Mais enfin, j'imagine, Marie-Monique, que tu as déjà été confrontée à des réponses comme celle-ci. C'est absolument scandaleux. Et dans un deuxième temps, il ose me dire que de toute façon, la problématique de l'émergence des cancers liés aux pesticides est une prédisposition génétique. Mais ça devient de l'eugénisme. C'est-à-dire que de quel droit ce directeur d'une fondation aurait décidé de sélectionner l'espèce humaine sur sa capacité ou pas de résister aux pesticides? Alors que, et c'est là où les politiques publiques doivent remplir leur rôle, doivent remplir leur fonction, c'est qu'aujourd'hui, on sait produire en agriculture sans utiliser de pesticides. Et donc, le principe de précaution, et c'est là où nous, les politiques, on doit agir, le principe de précaution fait partie de notre Constitution. Le principe de précaution fait partie de la Constitution européenne. Et donc, dans la mesure où on a des réponses en agriculture pour éviter d'utiliser des pesticides, tout en restant productif, tout en restant dans le fondamental de l'agriculture, c'est-à-dire produire des denrées alimentaires pour atteindre la souveraineté alimentaire, on doit arrêter d'utiliser des pesticides en agriculture et mettre en place des politiques publiques qui évitent l'émergence de cancers liés aux pesticides et cesser avec ces logiques simplistes, scientistes, qui consistent à penser que parce que la science est suffisamment puissante, on va trouver des remèdes aux futurs cancers. Enfin, moi, je ne peux pas adhérer à ça. Et donc, l'engagement qui est le mien dans la construction d'une politique publique comme la PAC, c'est d'intégrer les constats, celui de Marie-Monique, celui de... J'arrive pas, je suis désolé. D'Éric, et de les mettre en avant pour que les politiques publiques, sur la base de données objectives, c'est ça qui doit conduire le geste politique, qui doit nous donner le courage, l'audace de politiques publiques suffisamment ambitieuses pour regarder en face les générations futures, c'est de dire on a les éléments aujourd'hui pour travailler autrement, il faut le faire. Et donc si je prends des exemples, et on avait dit peut-être qu'on prendrait l'exemple du lait. Le lait, c'est, je pense, la filière la plus dramatique aujourd'hui. Pour produire du lait aujourd'hui, on concentre des animaux dans des systèmes d'élevage qu'on appelle concentrationnaires, qu'on appelle industriels, qui sont des vrais bombes à retardement, qui sont des bouillons de culture où on peut voir émerger des zoonoses, où d'ailleurs on utilise beaucoup d'antibiotiques pour protéger les animaux qui sont dans ces systèmes d'élevage. Et comment est-ce qu'on élève ces animaux? On les élève avec une production qui s'appelle le maïs, dont on connaît les désastres, ici, en Poitou-Charentes, près de Poitiers, avec les désastres sur la ressource en eau, où plutôt que de rechercher des alternatives au maïs, on imagine, avec l'argent public encore, de fabriquer des bassines, par exemple, pour stocker l'eau, pour continuer d'irriguer du maïs et continuer cette fuite en avant, et remettre une pièce dans la machine pour les 30 prochaines années sur ce système-là. Et
derrière le maïs, on a un autre problème, c'est que le maïs est pauvre en protéines. Ça veut dire quoi, une plante pauvre en protéines, pour satisfaire les besoins alimentaires de ces animaux qu'on renferme dans des bâtiments pour produire du lait? Ça veut dire qu'on a besoin d'importer de la protéine d'ailleurs. Et donc, parce qu'on a mobilisé toutes nos surfaces locales en production de maïs, donc on n'a plus les surfaces pour produire les protéines, et donc on importe les protéines de l'autre côté de l'Atlantique. Et devinez ce qui se passe quand on importe des protéines de l'autre côté de l'Atlantique. On déforeste l'Amazonie, on déforeste la biodiversité, on efface la biodiversité, on efface ce rempart aux zoonoses, ce rempart à ces pandémies qui peuvent arriver. Et donc, au-delà de la dimension sanitaire, parce que l'agriculture, c'est aussi un sujet du climat, quand on déforeste l'Amazonie, on accélère aussi le changement climatique. Et tu en as parlé. Le changement climatique est aussi un accélérateur d'émergence de pandémies. Et donc, avec des politiques publiques, on voudrait continuer à soutenir ce genre d'agriculture. Et ce qui se passe avec le lait nourri avec le binôme maïs-soja, c'est qu'on a un lait extrêmement pauvre en oméga 3, qui est un anti-inflammatoire du corps humain, et on a un lait extrêmement riche en oméga 6, qui lui est un inflammatoire du corps humain. Les vieux disaient, les anciens, mes grands-parents disaient, le lait, c'est un antipoison. Le lait était considéré par les anciens comme un antipoison parce qu'il y avait ces oméga 3 qui bloquaient l'inflammation dans le corps humain. Et parce qu'il y avait peu d'oméga 6. Eh bien, ce lait produit avec du maïs et du soja a complètement inversé la formule oméga 3, oméga 6. Et les gens qui sont réputés intolérants au lactose, sont surtout intolérants à ce lait, qu'on ne devrait plus appeler du lait d'ailleurs, à ce liquide blanc qui contient des oméga 6, n'a plus d'oméga 3 et provoque cette inflammation du corps humain, et on appelle ça une intolérance au lactose. Et ce qui est intéressant, et on arrive aux solutions, je vois qu'Eva s'inquiète sur le timing, mais t'inquiète pas, j'arrive. La solution, c'est de revenir aux fondamentaux et de traiter les problèmes dans une approche globale. Donc j'en ai parlé, l'Amazonie, la santé, le climat. Donc cette approche globale, et de revenir aux fondamentaux. Et la révolution que je vous propose, écoutez-moi bien, la révolution que je vous propose, c'est nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et donc le jour où on nourrit des herbivores avec de l'herbe, on sort les animaux de ces bâtiments qui sont des bombes à retardement. On sort de ces logiques où on doit protéger les animaux avec des antibiotiques, en sachant que le soja, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Marie-Monique en parle plus savamment que moi, mais je vais quand même le dire, le soja, qui est principalement OGM, est traité avec du glyphosate. Il faut que vous sachiez que le glyphosate est aussi un puissant antibiotique. Et que quand on donne du soja à des animaux renfermés, on les nourrit avec un antibiotique et on développe des antibiorésistances sur ces animaux d'élevage-là. Et peut-être, demain, on développera ou on transmettra cette antibiorésistance aux êtres humains qui mangent ou qui boivent ce lait ou qui mangent cette viande. Donc, vous voyez bien que ça devient manichéen. Il y a un cercle vicieux, celui de l'élevage basé sur ce binôme maïs-soja et celui de l'élevage basé sur des herbivores qui mangent de l'herbe. Et quand on nourrit des herbivores avec de l'herbe et qu'on boit le lait qui sort de ces animaux-là, eh bien, on a un ratio oméga 3, oméga 6 équilibré. Et donc, on n'a plus d'intolérance au lactose. Mais on a aussi des animaux qui s'inscrivent dans du bien-être animal. On arrête la déforestation et on retrouve des animaux dont on n'a pas besoin de protéger avec des antibiotiques. Et je conclus sur la PAC. Aujourd'hui, la politique agricole commune, qu'on ose encore appeler nouvelle PAC, qui n'a rien de nouveau, puisque depuis 1993, on continue de soutenir les agriculteurs en fonction des unités de surface, avec un mécanisme que vous allez comprendre très simplement. Plus on a d'hectares, plus on a d'aide, et plus on a d'aide, plus on achète des hectares. C'est la logique cannibaliste des agriculteurs entre eux. Ils se bouffent entre eux pour aller chercher des aides. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on a perdu 50% des agriculteurs en 20 ans. Mais il y a aussi cette PAC qui continue de soutenir les éleveurs par unité de tête de bétail, qui fait que plus on a de tête de bétail, plus on est aidé. Et on voit bien que ces logiques-là sont des logiques qui ne vont pas dans le sens
de la protection de notre santé, de la protection du climat, de la protection de la biodiversité. Et donc, il faut qu'on inverse cette PAC-là, qu'on sorte de ces mécanismes-là. Et donc, il faut que vous m'aidiez. Et là, je vous appelle au secours, moi, l'eurodéputé. Je vous dis, j'ai besoin de vous, les citoyens. Parce que pour que la PAC ne passe pas en novembre, il faut que vous, en dehors du Parlement, vous poussiez, que vous demandiez aux eurodéputés de ne pas voter cette PAC de manière à ce qu'on inverse ces tendances lourdes. Parce que si au mois de novembre, la PAC ne passe pas, on sera obligé d'intégrer toutes les données scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, les 3 rapports de la Cour des comptes 2018, 2020, 2021, la stratégie de la ferme à la fourchette, la stratégie pour la biodiversité qui sont des stratégies du Green Deal. On sera obligé d'intégrer la feuille de route pour le climat qu'on vient de voter au printemps dernier. Et donc la PAC qu'on écrira après novembre 2021 sera forcément différente de celle qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Donc écrivez aux eurodéputés sur le site des Verts au Parlement européen. Il y a un dispositif qui s'appelle Vote this cap down. Eh bien, signez la pétition et un mail arrivera sur tous les messageries des eurodéputés qui seraient enclins à voter cette PAC qui est absolument suicidaire pour les générations futures. Merci Benoît. Alors c'est enfin le tour de Grégory. Grégory, je le disais tout à l'heure, tu es coprésident de la commission santé de France Urbaine, mais tu as aussi créé une délégation à l'alimentation et à la sécurité alimentaire, tu me le disais. Donc tu as déjà finalement intégré aussi cette approche globale. Donc on avait envie de t'entendre sur les réponses que peut apporter une ville à ce nouveau concept, enfin ce concept qui se développe de One Health, une seule santé. Alors merci Eva. Je vais d'abord vous demander un peu d'indulgence parce que parler après Marie-Monique, Eric et Benoît, c'est waouh, ça place la barre ici quand même assez haut. Si tu me le permets Eva, je voulais d'abord dire un mot sur justement sur ma coprésidence en tant que la commission santé de France Urbaine. France Urbaine, c'est l'association des maires des grandes villes et des grandes agglomérations françaises. Et tu parlais à l'instant, Benoît, de plaidoyer, d'importance aussi de faire passer les concepts, de les diffuser, les concepts. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai voulu prendre cette coprésidence santé, parce que si on veut pouvoir peser, il faut embarquer et il faut d'abord poser les termes du débat. Et alors on a parlé One Health, je vais en reparler aussi, mais il y a quand même une chose aussi qui est importante à mon sens à rappeler, c'est tout simplement la définition de l'OMS de la santé. Et c'est là-dessus, on a commencé notre première réunion de la commission santé France Urbaine par dire c'est quoi notre cadre de pensée, et moi j'ai dit d'abord il faut dire c'est quoi la définition de la santé. Et la définition de la santé de l'OMS, eh bien, elle est à la fois simple mais elle capte déjà beaucoup de choses, parce qu'elle dit que c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas l'absence de maladie ou d'infirmité. Déjà là, dans la définition, vous l'entendez comme moi, on parle de physique, bien sûr, mais on parle aussi de mental. Et la santé mentale est un des parents pauvres, en France, mais très largement. Mais aussi, on parle de bien-être social. Donc, rien que la définition, avant même d'aller chercher le concept de One Health, ce qui est très important, on voit bien que la définition de l'OMS, elle nous amène à embrasser tout un tas de sujets. Alors, la définition de l'OMS, ça ne suffit pas. On a aussi posé l'approche One Health comme étant un élément de référence. Tous les trois, vous en avez parlé. Donc, mais c'est vrai, Eric, tu le rappelais tout à l'heure, d'où ça vient ? Ça vient de ce constat qu'effectivement, beaucoup de maladies aujourd'hui sont zoonotiques, et de maladies émergentes ou de maladies réémergentes. C'est 70% des maladies émergentes ou réémergentes qui sont d'origine zoonotique, ou tu as utilisé le mot tout à l'heure, mais n'étant pas moi-même de formation scientifique, des maladies à vecteurs, donc comme la maladie de Lyme dont tu parlais tout à l'heure. Mais on sait aussi que, c'est une des raisons aussi qui explique l'émergence de ce concept, que les maladies, alors toi tu parles de maladies chroniques, mais des maladies non transmissibles, sont liées directement à nos modes de vie. Diabète, hypertension, obésité, cancer, etc. Tu as parlé à l'instant du lien entre pesticides et cancer. Donc ces maladies non transmissibles, elles se sont aussi beaucoup développées du fait de nos modes de vie.
Et comme tu l'as très justement dit, Marie-Monique, tout à l'heure, en plus, ces deux phénomènes se renforcent. C'est-à-dire que le développement des maladies non transmissibles nous expose, nous rend encore plus fragiles aux maladies transmissibles, aux maladies infectieuses. Donc en fait, on a une espèce de cercle vicieux là, qui s'installe. Plus nos modes de vie sont dégueulasses et salopent la planète, excusez-moi de le dire comme ça, plus on a des maladies non transmissibles qui émergent, et plus aussi on a des maladies infectieuses. Et voilà, et on se retrouve à finalement être extrêmement fragile. Et d'ailleurs, j'avais envie d'en parler, même si tu l'as évoqué tout à l'heure, les recherches, enfin les découvertes même récentes sur le microbiote. Donc le microbiote, c'est ce que vous et moi, on a dans l'intestin. En fait, démontre ça. Démontre que nos modes de vie, et notamment notre alimentation, on va y revenir sur l'alimentation, notre alimentation qui nous amène à appauvrir notre microbiote. Parce qu'on ingère quoi? On ingère du médicament qui va tuer nos bactéries, enfin, notamment des antibiotiques. Mais aussi, on va avoir une alimentation qui est trop pauvre en fibres. Et de fait, nos bactéries, il se trouve que les bactéries dans notre microbiote a besoin pour s'épanouir de beaucoup de fibres. Et les 5 fruits et légumes par jour, que ce soit ceux qui sont mangés par Éric Piolle ou par n'importe qui, on en a effectivement besoin. On en a effectivement besoin pour nourrir ce microbiote. Alors ce microbiote, en l'occurrence, je ne vais pas faire mon scientifique parce que je n'en suis pas un, mais les bactéries qu'on a dans notre intestin, elles sont là, bien évidemment, pour nous aider à récupérer nos aliments, à pouvoir nous en servir. Mais elles produisent aussi des tas de molécules, en fait, qui constituent ou qui contribuent à renforcer notre système immunitaire. Donc, plus on appauvrit notre microbiote, plus on s'expose, plus on est fragile. Voilà. Donc, de fait, on a besoin aujourd'hui, effectivement, d'avoir un microbiote. Alors, tu parlais tout à l'heure de celui qui se crée dans les 2 premières années de la vie. Effectivement, il faut que nos enfants puissent gratter la terre. Alors, les vers de terre, ils peuvent les toucher. Je ne sais pas si en les mangeant, ça va aussi. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse être exposé. Il faut qu'on puisse enrichir notre microbiote et qu'on maintienne ce microbiote tout au long de la vie. Les découvertes sur le microbiote récentes vont même jusqu'à proposer des greffes fécales. Excusez-moi, on a déjà mangé, mais en l'occurrence, c'est pour dire à quel point il y a des gens qui ont eu un microbiote tellement appauvri qu'on va être obligé d'aller en chercher chez d'autres pour pouvoir le réensemencer et l'enrichir de nouveau. Bon. J'ai fait un petit cours de diététique au passage en vous parlant des fibres, mais voilà, comme c'est un des sujets apparemment de ces JDE, je crois que c'était important d'en parler. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de ce qu'on fait au niveau de la ville. Voilà, et c'est pour ça que vous aviez voulu que je vienne, donc je vais quand même vous en parler. Voilà. Mais quand même, j'ai commencé à vous en parler parce que là, on a beaucoup parlé on va dire, de ce qui doit se faire au niveau global, et ce qu'a rappelé Benoît est fondamental. Mais moi, ce dont je viens de vous parler, c'est aussi ce qu'on peut faire au niveau local. Même quand on parle du microbiote, on parle même de ce qui est très, très, très local. Voilà. Mais un dernier mot. Non, c'est pas un one-man show non plus. Excusez-moi, je voulais pas vous faire rire, mais c'était pas le but. Alors, je voulais vous partager une réflexion aussi. Moi, je trouve ça passionnant, les histoires de microbiote, parce que mais au-delà de la dimension scientifique, sanitaire, même on pourrait dire, moi, j'y vois aussi une dimension poétique et politique à regarder ce microbiote avec attention. Oui, si, je dis ça très sérieusement. Parce que, qu'est-ce que c'est le microbiote? Ce sont des milliards de bactéries qui sont en nous, mais qui ne sont pas nous. Si elles ne sont pas là, vous et moi, on n'existe plus. On n'arrive à vivre que parce qu'on a un microbiote. Et pourtant, ce n'est pas nous. Il y a plus de bactéries dans notre intestin en nombre qu'il y a de cellules dans notre corps. C'est dire à quel point, on est très très nombreux. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche parce qu'on coopère, parce qu'on s'alimente, donc on nourrit ces bactéries qui, en retour, nous aident à alimenter notre corps, mais nous aident aussi à protéger notre corps. Pourquoi je parle de poésie et de politique? C'est parce que, finalement, notre microbiote, il est en train de nous dire que le meilleur moyen de rester en bonne santé et d'entretenir le vivant, c'est la coopération. Et ça dit
je trouve que ça dit beaucoup de choses sur, en termes de politique, sur ce que l'on devrait, en dehors de notre microbiote et de notre intestin, ce que l'on devrait promouvoir. Parce que finalement, vous l'avez dit Benoît et Marie-Monique, ce système capitaliste basé sur une compétition permanente, etc., d'enrichissement, etc., au lieu de se battre les uns contre les autres, si on prenait comme modèle, on va dire, notre intestin et qu'on cherchait davantage à coopérer pour le bien commun, c'est exactement ce que font toutes les bactéries qui sont dans notre corps, eh bien, on créerait des systèmes, des sociétés beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus saines. Voilà. Mais j'arrête sur la parenthèse microbiote, parce que une fois qu'on a dit ça, rassurez-vous, on ne s'intéresse pas qu'au microbiote à Lyon, on s'intéresse aussi à d'autres sujets, même si j'ai une adjointe à la santé qui en est une passionnée et une fervente promotrice. Céline, tu es là, je sais. Voilà. Donc tu pourras noter, tu pourras cocher la case, il a parlé du microbiote au moins 15 fois pendant la soirée. Alors, je vous ai d'abord parlé de la définition de l'OMS de la santé, et c'est très très important parce que parler du bien-être physique, mental et social, comment ça se traduit dans notre politique publique? C'est vrai, ça a déjà été évoqué, oui, quand on végétalise davantage, quand on plante un peu partout, et c'est ce qu'on a fait à Lyon, on a planté des vergers dans chacun des arrondissements, donc en plus on retrouve le sens d'une nature qui est nourricière. Voilà. Et en plus, ce sont beaucoup les enfants qui ont été grattés la terre pour aller planter nos différents vergers. Donc, on leur a travaillé un peu le microbiote au passage, quand même. Mais quand on fait ça, on le sait aussi. Et les études scientifiques existent aujourd'hui pour le prouver. Nos yeux sont exposés à du végétal, à une présence de nature, en fait, on se sent mieux. Donc, en fait, planter dans les villes, ça a plein de bénéfices dont on parle très très souvent, notamment en période de canicule, mais c'est aussi bien pour notre santé mentale. Et ça, on ne le dit pas assez, en fait. Le contact avec la nature, et c'est vrai dès le plus jeune âge, on le voit bien avec les enfants, ils sont vraiment très très heureux quand ils mangent des vers de terre, ou quand ils grattent la terre. Ça, on le sait, on le voit dans les crèches, par exemple, où on a développé des activités où les tout petits arrêtent de s'amuser avec des jouets en plastique, mais en fait, on leur donne rien, et ils sont là au milieu de la terre et ils s'amusent. On les voit beaucoup plus épanouis, ils sont hyper détendus. Quand ils sont plus détendus, les tout petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment mieux, donc c'est aussi mieux pour le personnel. En fait, tout le monde y gagne en matière de santé mentale. Donc, effectivement, la présence du végétal dans une ville, et surtout le fait de pouvoir y accéder, a des effets, je dirais pas induits, mais à des effets qu'aujourd'hui, cette approche One Health, en fait, nous a permis de mettre en lumière. On a parlé du végétal. Bien, on pourrait évoquer toutes nos politiques publiques dès lors qu'effectivement on les pense de manière transversale. On va se dire de quelle façon cette politique publique elle va pouvoir contribuer à la santé. Je vais vous donner un autre exemple, c'est celui de notre politique en matière de sport. Le fait d'investir plutôt dans des équipements de proximité. Remettre en état nos gymnases, nos petits terrains de quartier, faire en sorte qu'il y ait la possibilité d'avoir des parcours santé, des choses comme ça, ça va faire en sorte qu'on va encourager des pratiques sportives qui génèrent des bénéfices en matière de santé. Mon adjointe à la santé, toujours, je vais lui rendre hommage ce soir, est en train de nous préparer justement à l'occasion d'une grande course traditionnellement qui a lieu à Lyon au début du mois d'octobre. Je ne vais pas la citer pour ne pas lui faire de la pub, mais d'une grande course type un peu marathon, enfin semi-marathon. On va organiser une activité justement autour du sport et de la santé pour amener les gens peut-être à aller un petit peu moins au grand stade. Ils peuvent toujours y aller bien sûr, mais surtout plutôt à avoir une pratique sportive du quotidien qui contribue, on le sait, à notre santé. Alors, comme je vous avais promis, Eva, aussi de parler de l'alimentation, et tu l'as cité, je vais quand même en dire quelques mots, parce que l'alimentation, c'est comme ça, enfin dit comme ça, c'est pas une prérogative municipale. C'est-à-dire, je ne suis pas le maire de l'agriculture ou de l'alimentation, a priori. Pour autant, moi, il m'a semblé évident que l'alimentation étant, on va dire, l'un des éléments de notre quotidien, il fallait que la ville s'empare de ce sujet. Donc effectivement, à Lyon, j'ai créé une délégation
à l'alimentation durable et à la sécurité alimentaire, que j'ai confié à Gauthier. Gauthier, si tu es là, je te salue aussi. Voilà. Alors Lyon, c'est surtout connu pour sa gastronomie, bien sûr, mais demain, on veut aussi que cette gastronomie, elle contribue à la santé. Alors, il y a des choses très concrètes qu'on a pu commencer, que Gauthier pilote maintenant depuis pas mal de mois. Il a travaillé sur la révision du contrat de restauration scolaire. On va y mettre moins de viande, mais de meilleure qualité, surtout de la viande locale. On va y mettre beaucoup plus de repas végétariens. Il y aura une alternative végétarienne tous les jours. On s'est donné une cible de... On va dire, on a été raisonnable. On s'est donné comme cible 75% de bio d'ici à la fin du mandat, mais avec un objectif qui est de 100%. On ne peut pas aller plus loin aujourd'hui parce que les filières ne sont pas assez structurées. Il n'y a pas assez d'agriculteurs bio localement pour pouvoir être en 100% bio en faisant en sorte de travailler avec les filières. Mais notre cible, c'est bien. Oui, il y a la FNSEA notamment qui bloque, mais pas que. Mais justement, pour pas simplement se contenter du constat qu'on n'a pas que des alliés autour de nous, on a décidé de travailler sur le cahier des charges de la cantine avec la Chambre de l'agriculture, de manière à ce que on puisse envoyer des messages aux exploitations agricoles de la région, enfin du bassin, on va dire, de production autour de Lyon, pour que, voilà, ils vont savoir comment nous, on va orienter nos cantines. Et les cantines, c'est quand même 26 000 repas tous les jours, donc c'est pas rien, hein, ça représente énormément d'achats pour le monde agricole local. Donc on a travaillé avec les chambres de l'agriculture pour que, à leur tour, elles fassent leur boulot et qu'elles commencent à travailler avec les filières. Et ce cahier des charges, là, je vous en ai déjà donné quelques éléments, voilà, il va encore évoluer à la prochaine mandature quand on sera réélu, vous vous en doutez bien évidemment. Voilà. Et on ne s'arrête pas là parce qu'on sait à quel point ce qui se passe dans les cantines, c'est essentiel, mais il faut aussi qu'on travaille avec les familles. Donc on a prévu d'installer 2 maisons de l'alimentation, mais dans les quartiers qu'on dit prioritaires, enfin politique de la ville. Là, on travaille notamment avec une association qui s'appelle VRAC, qui fait en fait de l'accès au bio en vrac, de manière à ce qu'il soit plus accessible en fait pour les familles, avec de la sensibilisation et de l'éducation pour que les gens comprennent que finalement manger bio et local, c'est pas compliqué et c'est pas si cher que ça dès lors qu'on cuisine, voilà, et qu'on achète moins de produits déjà transformés qui affecte notre santé. Je crois que ça a été largement dit. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste de toutes les actions qu'on peut faire en matière de santé, mais c'est vrai que la question de la transversalité, elle est essentielle. Et c'est je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais Gauthier, qui est donc en charge de l'alimentation durable et de la sécurité alimentaire, il est conseiller délégué. Il a... même s'il peut le regretter parfois, n'est-ce pas Gauthier, il n'a pas d'équipe, il n'y a pas d'agent de la ville autour de lui qui travaille là-dessus. Donc son boulot, c'est à la fois un challenge, mais il le relève très très bien. Son boulot, c'est d'aller mobiliser tous les autres. Il doit travailler avec les différentes délégations. Et donc, par nature, son approche, elle est transversale. Et donc, par nature, il est obligé d'aller convaincre les autres de la pertinence de ce qu'il fait. Il l'a fait très très bien, et je te remercie Gauthier d'ailleurs. Mais voilà, cette transversalité, en fait, il ne faut pas simplement l'appeler de nos voeux, il faut aussi pouvoir la traduire dans notre façon de travailler au quotidien. Et bien évidemment, bon, Céline, je sais que tu le fais aussi très très bien, de travailler dans cette transversalité. Voilà. Alors, je voulais juste dire un dernier mot, parce qu'on pourrait parler d'urbanisme, de démocratie sanitaire, on pourrait parler de plein de sujets, même des achats responsables. Voilà, les achats responsables peuvent contribuer à une meilleure santé, bien évidemment. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi que nous, les villes, on devienne davantage des acteurs de la prévention, mais aussi, alors tout à l'heure, le terme n'a pas été utilisé en anglais, je ne sais plus comment vous traduisez preparedness. Comment tu as traduit préparation au pire, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on a une traduction concrète, nous, dans les villes, ça s'appelle le plan de sauvegarde. Et on a besoin aussi d'intégrer dans nos plans de sauvegarde la question de la santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et donc, la santé, elle doit se diffuser dans toutes nos actions. Et pour que ça marche, pour qu'on puisse davantage diffuser,
Et ça, c'est aussi une action, je vais revenir là-dessus, qu'on porte avec France Urbaine, enfin que je porte au sein de France Urbaine, c'est qu'on doit aussi davantage reconnaître les villes comme des actrices de la santé publique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. On n'est pas considéré comme étant étant une partie prenante en fait, de la santé publique. Et ça, on pousse là-dessus, et pour le coup, on pousse de manière assez transpartisane pour que on soit plus impliqué, il y ait plus de relations et un rôle plus affirmé des villes, notamment auprès des ARS. Mais aussi, on doit pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on doit pouvoir intégrer aussi les questions de santé dans nos plans de sauvegarde, parce que finalement, quand on intègre des questions de santé dans un plan de sauvegarde, on pourrait tout simplement en transformer le nom et les appeler simplement des plans de résilience, parce que c'est aussi à ça que nous, les villes, aujourd'hui, on doit travailler. Merci infiniment. Alors, comme on a dépassé le temps, on ne va pas avoir le temps de faire malheureusement une conclusion. Tu es malheureux, tu avais encore un appel au peuple à faire. Vraiment, merci pour la richesse de vos interventions. Merci pour vos métaphores intestinales, pour vos appels à l'insurrection pour rénover la PAC. Merci vraiment pour les analyses que Éric Muraille et Marie-Monique Revin nous ont partagées. Vous pourrez prolonger en tout cas la réflexion en lisant bien sûr le livre de Marie-Monique, La fabrique des pandémies, que vous retrouverez demain à 10h30 à la librairie. Et elle prépare un film aussi, dont vous retrouverez le trailer, comme on dit, sur m2rfilm.com. Voilà, j'ai bien appris le son, film avec un S. Un film donc, qui reprendra... Soutenu par la ville de Lyon. C'est en cours. Je ne le savais pas. Et la ville de Bordeaux. Et les députés écologistes. Voilà. Et vous, les citoyens, parce que ça... Voilà. Léonore, j'attends qu'elle réponde. Voilà. Donc voilà, donc tous ensemble on fait progresser cette approche qui, je crois, est quand même, pour nous en tout cas, citoyens, assez nouvelle. Et donc on vous remercie vraiment d'avoir partagé vos expériences et votre analyse. Je vais passer la parole à Marine. C'est le message relou de la soirée pour vous dire que comme il est plus de 22h30, le pass sanitaire est maintenant obligatoire, que Julien Sage vous contrôlera de manière assidue et que, vous savez, ce soir, il y a la fanfare qui va se mettre en place, que c'est dans 10 minutes parce qu'il faut une petite installation technique dans 5 minutes. Ah non, mais il y a une installation technique. Ah bon? Ils vont jouer tout de suite, en fait. Vous êtes prêts? Alors, ils arrivent. On va les applaudir et on se met par là plutôt, non? Et n'oubliez pas, prenez soin de votre microbiote. Voilà, très attention. Et donc... vous avez aussi dans la soirée, après la fanfare bien sûr, des jeux de micro-gaming, des jeux de société, des jeux en bois. Donc restez sur le site avec nous et continuez de boire, car sachez que nous avons en une journée hier consommé la moitié des stocks de bière de 3 jours. Donc nous avons dû en recommander et c'est fait. Donc vous pouvez continuer de boire, ça finance les journées d'été, ça nous fait très plaisir.